savoir un peu le bilan que vous en tirez, parce que moi j'ai assisté 3 jours de manifestation. Alors j'ai vu qu'il y avait du monde, beaucoup de gens de la province, mais j'ai quand même eu le sentiment que les Plampenois n'étaient pas là. Est-ce que c'est une... j'ai mal vu ou... Non, les Plampenois, ils ne restaient pas du matin jusqu'au soir. Ils viennent en fin de journée, ils viennent, ils passent, vous voyez. Mais c'est les provinciaux qui viennent pour la manif, et donc ils restent sur place, ils restent même jour et nuit. Mais sans les Plampenois, il n'y aurait pas autant de monde à un moment donné, à un moment quelconque. Il n'y aurait pas autant de monde. Donc il y a des gens qui rentrent, qui sortent, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu quand même beaucoup de monde. Mais pas suffisamment pour que le PPC se dise, oh là, qu'est-ce qui se passe, etc. Vous savez, c'est le début, hein. C'est le début, et puis le mouvement ira en s'amplifiant. On va organiser des manifestations en province. Le gros de la population se trouve en province. Donc vous êtes toujours, enfin, là, depuis ces manifestations avec le PPC, il y a eu un début de reprise de négociation qui a duré longtemps. Donc là, il n'y a pas de... Le CPP dit toujours, non, on ne va pas risquer des élections, et vous dites, oui, il faut risquer des élections. Donc on a l'impression que là, ça peut durer jusqu'à... À mon avis, c'est une guerre d'usure, pacifique, mais d'usure quand même. Je pense que le PPC est désorienté, il est affaibli, comme ça, personnellement, s'en sort affaibli de ces élections. Et le plus grave pour le PPC, c'est qu'il a perdu pied. On le voit très bien en province. Nous sommes en territoire conquis. Là, où qu'on aille, on est en territoire conquis par le soutien populaire. Et c'est le PPC qui se cache, qui se fait discret, qui se cache, le profil bas. Et c'est la population qui vient au devant du CNRP, qui acclame les leaders, qui manifeste sa détermination et qui nous dit de ne pas accepter d'entrer dans un quelconque gouvernement de coalition, même d'entrer à l'Assemblée nationale, si le PPC continue de prétendre qu'il a gagné. Parce que la population, elle est sûre qu'elle a gagné. Mais on a quand même le sentiment que le CPP, en fait, il vous écoute pas, parce qu'il continue à... Il gouverne sans vous, il passe le budget sans vous, et il continue à travailler sans vous. Donc il se dit, peut-être que ça va passer. C'est une situation de plus en plus irréelle. Le budget, ça peut passer, mais c'est sur le papier. Entre le papier et la réalité, comment les impôts vont rentrer, comment les recettes de l'État vont rentrer, comment l'économie va se comporter, ça dépend de la confiance des agents économiques, la confiance des investisseurs, des transactions, des investissements, le prix du foncier. Vous allez voir, le prix du foncier est un bon indicateur du manque de confiance, de la confiance qui faiblit. Et ça ne va pas dans le sens renforcement du PPC, bien au contraire. D'accord, donc vous pensez qu'avec la situation qui prévaut aujourd'hui, ça crée de la méfiance, ou tout le moins par rapport au gouvernement, et que donc, une frissolité qui va obliger le PPC à négocier un jour avec vous? Oui, j'ai dit guerre d'usure et pourrissement. Je m'attends à un pourrissement de la situation. Et j'ai vu sur votre compte Facebook que vous dites qu'il faut que la population continue à se mobiliser pacifiquement pour un vrai changement. C'est quoi un vrai changement pour vous? Un vrai changement, c'est un changement par des voies pacifiques, hein, je le précise, d'où on évite la violence à tout prix. C'est toujours une évolution pacifique. Donc, on utilise plus la réflexion, plus l'intelligence, plus les moyens légaux, pacifiques. Je ne vous dis pas tout, hein, mais on est en train de préparer une longue période de pourrissement. Je vais vous dire, dites-moi tout surtout.
Ça se prépare. Il faut connaître la situation. Nous allons maintenant, je passe l'essentiel de mon temps en province pour prendre le pouls, pour connaître la population, la détermination de la population. Moi-même, je suis très impressionné. Il y a des observateurs, moi je dis dans la presse, comme vous d'ailleurs, que les observateurs disent bon, le CNRP en fait ne fait pas son travail d'opposant puisqu'il a été élu, il ne va pas à l'Assemblée, donc il ne discute pas. Donc en fait il fait fausse route. Non. Le PPC reste fidèle à la population, à la majorité et les électeurs qui ont voté pour lui, pour le CNRP, et qui nous recommandent, nous ordonnent de ne pas nous associer de quelque manière avec le PPC. La population nous dit qu'elle a rejeté le PPC. Le PPC se cramponne comme usurpateur. C'est des voleurs de vote, donc ce sont des usurpateurs. Donc elle nous dit de ne pas nous associer. Elle est prête à lutter, à durer. Elle dit qu'il vaut mieux lutter, souffrir pendant un laps de temps limité, court, plutôt que de souffrir toute la vie et de voir les générations futures continuer à souffrir. Donc selon vous, la population, essentiellement en province, est prête à se serrer la ceinture encore plus pour... Tout le monde. Pas seulement en province. Bon, les gens des villes, bon, ils sont un peu bousculés, ils n'ont pas le temps de discuter en long et en large. La détermination, je vais sur les marchés, je discute avec les passants, les militants, les contours d'eau. La population ordinaire, elle est. Je suis le premier à être surpris. Oui, en rentrant après 4 ans d'exil, je découvre un nouveau Cambodge, une nouvelle population. La jeunesse, certainement, mais la jeunesse a influencé les plus âgés. Avant, dans la société cambodgienne, c'est les vieux, c'est les aînés, c'est les parents qui influencent les plus jeunes. Mais maintenant, c'est le contraire. Les parents, les aînés reconnaissent que les jeunes en savent plus. J'ai vu dans le post un commentaire d'un analyste qui disait qu'en fait, bon, qui trouvait que le CNRP devrait faire son travail d'opposition à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et qui disait que, c'est en fait, je cite presque, c'était l'obsession de Sam Rainsy de renverser Hun Sen qui faisait que l'opposition était sur cette position très dure, très tranchée. Non, c'est pas mon obsession personnelle, c'est une nécessité de changer d'État. Le Cambodge va mal. Chacun le sait, regardez les dernières statistiques, c'est le pays qui a détruit la plus grosse proportion de ses forêts. Regardez les conditions de vie des ouvriers. Le niveau de vie des ouvriers a baissé de 20% au cours des 10 dernières années. Donc ça veut dire que tous les chiffres sont trompeurs. Les chiffres macroéconomiques de croissance 7%. Et qu'est-ce que ça veut dire? La croissance, le développement ont pour but une amélioration des conditions de vie. Le développement, c'est pour l'homme. Le développement, c'est fait pour l'homme, pas contre l'homme, mais pour les citoyens, et non pas contre les citoyens. Au Cambodge, pour la grande majorité de la population, c'est un développement qui s'est fait contre la population. Donc il faut gratter un peu derrière ces chiffres de croissance économique, macroéconomique. Qu'est-ce que cela recouvre? C'est des inégalités sociales de plus en plus criantes, un abîme qui se creuse chaque jour davantage entre une petite minorité de privilégiés et la masse des gens ordinaires, des pauvres. Regardez, je pense qu'on est le seul pays au monde où le niveau de vie de la classe ouvrière et je pense des fonctionnaires baisse. Pour ça qu'il y a la révolte qui gronde
les manifestations des ouvriers chez SL qui durent depuis 3 mois, c'est des grèves perdues un peu partout. C'est une allumette, ça peut mettre le feu au poudre. Mais quand je veux dire, on peut vous dire aussi, la regardé à Phnom Penh, finalement la vie continue, l'impasse politique, on ne la voit pas dans la vie continue, donc on pourrait vous dire, mais regardez, finalement non, ça va pas si mal que ça au Cambodge, puisque la vie continue. La vie continue, certes, il faut bien vivre, il faut bien qu'elle continue. Le vélo, il faut continuer à le pédaler pour ne pas tomber. Mais demander si les cyclistes est heureux ou pas, c'est une autre question. Il y a un de mes confrères journalistes cambodgiens qui m'a dit, oh, tu sais, ça va se résoudre en janvier, parce qu'en janvier, M. Samarassi pourra aller à l'Assemblée nationale, il pourra éventuellement postuler à un poste de vice-président de l'Assemblée nationale, parce que c'est ça le problème en fait. Non, la situation est très grave. Elle est très grave, en ce sens que le gouvernement actuel est complètement déconnecté du pays. C'est très grave. Les Khonsaï se terrent. C'est la première fois que je vois Khonsaï se terrer comme un lapin dans son terrier. Il n'ose pas sortir. Avant, il faisait de grands discours. Il allait au-devant des foules, surtout dans cette saison-là, la saison des Kathen, des cérémonies, des processions religieuses. Et on va en province, on va au-devant de la population, des fidèles. C'est une occasion de se rassembler, de se montrer, de s'affirmer. Eh bien, le BBC se terre. Il se fait distrait. Parce qu'il sait qu'il a perdu. En fait, il est gêné, il a honte, mais plus encore il a peur. Parce qu'il sait que la population est contre lui. Tandis que nous, le BBC accuse d'avoir perdu, nous avons l'esprit conquérant. Là où on va, on est reçu les bras ouverts, on est acclamé. Mais où sont les partisans du BBC? Où sont-ils? Où sont-ils passés? C'est cette question-là qu'il faut se poser. Et donc, du coup, vous avez posé un ultimatum. Vous avez dit, bon, si le BBC ne fait pas un geste en fonction de ce qu'on lui demande, on va arrêter de négocier à la fin de l'année. Donc, tel que je vous entends, de toute manière, votre décision est prise, vous ne négocierez pas. Non. S'il n'y a pas de nouveau sur une enquête indépendante sur les irrégularités, comme il dit, c'est un euphémisme pour dire fraude et vol de bulletins de vote, triche. S'il n'y a pas un geste, un début de commencement d'enquête, et si le BBC continue à vouloir faire table rase du passé, eh bien non. On ne fait pas table rase du passé comme ça. C'est la volonté populaire qui s'est exprimée. On ne veut pas que cette volonté soit non seulement déformée, mais je veux dire complètement retournée. On ne veut pas que le blanc devienne noir, le noir devienne blanc. C'est inacceptable. Je pense qu'on est sur on a adopté une position de principe, c'est une position morale, c'est la vérité, une position démocratique. La vérité concernant la volonté populaire, si vous voulez cacher la vérité, vous voulez cacher la volonté populaire, c'est ni très éthique, ni très démocratique. Mais qu'est-ce qui ferait, que le PPC là maintenant, je veux dire, ferait ce que vous appelez un geste pour aller dans cette direction de revoir tout ça? Par exemple, qu'il suggère au NEC d'ouvrir les dossiers, de montrer les chiffres, les statistiques, par exemple les souches des certificats qu'on a donnés aux gens qui ont perdu, soi-disant perdu leur carte d'identité. Eh bien, ils ont émis environ 1 million de ces certificats qui permettent de voter. Mais sans souche, sans qu'on puisse vérifier à qui ils ont donné ça. Et ça a gonflé le même montant, c'est-à-dire 1 million de votes. Ça a gonflé les votes du PPC d'1 million. C'est énorme.
Mais donc, comment obliger Hun-Sen justement à faire ce geste-là? C'est là Il dit, tout est commandé par le PPC, hein, toutes les institutions de l'État, gouvernement, NEC, NEC, Assemblée nationale, tout ça c'est le PPC. Et actuellement, derrière le PPC, c'est un homme. C'est pas seulement un système de parti unique, c'est un système basé sur un homme, quoi. Et le geste, c'est que le PPC accepte. Si ce n'est pas les demandes de l'opposition, c'est la demande de la société civile. Maintenant, il y a un groupe d'enquêtiers sur ce qu'ils appellent ERA. C'est Electoral Reform Alliance, l'alliance pour une réforme électorale, pour la réforme électorale. Il y a plusieurs sociétés, plusieurs NGO, ONG plutôt, qui sont en train de faire un travail d'enquête. Ce dont ils ont le plus besoin maintenant, c'est les chiffres, les documents de NEC. Mais le NEC, il cache tout. Eh bien, il faut que le PPC dise au NEC de communiquer les renseignements demandés par des ONG pour faire leur enquête, pour faire leur recherche, pour faire la vérification. Vous voyez, ils se cachent, ils ferment tout appeler, ils se cachent, ils s'assoient sur les documents, sur les informations, sur les chiffres, ils montrent à personne. Je crois que c'est plutôt étrange que des gens soient aussi conciliants avec le PPC, soit aussi faible. Vous voyez, alors le PPC a une attitude inacceptable. Refuser toute enquête indépendante, je dis bien indépendante, hein, même si ça vient pas de l'opposition, c'est pas grave pour qu'elle soit indépendante. Mais refuser toute enquête, c'est bien refuser qu'on puisse montrer un bout quelconque de la vérité, imposer la vérité du PPC, les chiffres du PPC et rien d'autre, c'est plus que suspect, c'est très moche. Donc vous comptez sur le pouvoir de la rue, en fait, le pouvoir de l'organisation de la rue pour que le PPC se dise attention aux situations de danger. Il y a plusieurs facteurs qu'il faut regarder, suivre la population. Pas forcément la rue, manifestation, etc. Mais c'est l'état d'esprit. Et je crois que la population elle est plus dure que les dirigeants du CNRP. Tous les jours, chaque fois qu'on les voit, ils nous disent de ne pas céder. Donc, nous, il faut bien qu'on suive. Et ne vous dites pas que c'est des extrémistes. Ces gens-là, ils sont intransigeants, ils veulent casser du PPC à tout prix. Non, c'est pas. Ça, ce serait la mentalité de quelques groupes ou groupuscules. Mais l'état d'esprit de la population, ils sont enfin. Nous avons voté pour nous débarrasser du PPC. Nous voulons le changement. Nous avons obtenu le changement par la transformation des mentalités, parce qu'ils discutent entre eux, dans chaque maison, dans chaque village, dans la rue, dans les rizières, dans les pagodes, dans les marchés, à l'école. Tout le monde dit, on a voté, c'est merveilleux. Tout le monde confirme que la majorité dans un village a voté, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils n'acceptent pas. Ils viennent nous le dire, on n'accepte pas. On sait ce qu'on veut, on sait ce que la population veut, ce qu'ils affirment, ce qu'ils proclament. C'est pas vrai du tout. Ils sont déformés de la réalité. Ils ont tout retourné. Donc, nous, il faut qu'on
qu'on tienne compte de cette réalité. J'ai constaté deux choses. Premièrement, que la population, elle s'est réveillée dans le temps. Après un sommeil de 34 ans. Bien avant encore, mais depuis la fin du régime Khmer Rouge, j'ai jamais vu la population cambodgienne en éveil. C'est-à-dire qu'elle est informée, elle est mobilisée, quoi. Il y a quelque chose de nouveau. Ce n'est plus des sujets passifs, c'est des citoyens qui se sont réveillés. Deuxièmement, elle n'a plus peur. C'est peut-être la loi du grand nombre. Avant, le chef du village, toujours PPC, les menacer, les intimider. Et ils étaient divisés, ils avaient peur, ils ne savaient pas trop quoi faire. Et ils se laissaient faire, ils se taisaient, ils se tairaient aussi. Mais maintenant, c'est le contraire. Si je comprends bien ce que vous dites, mais si vos électeurs, ceux qui vous ont soutenus, constatent que finalement vous n'obtenez rien du CPP parce qu'ils ne bougent pas, ils continuent à gouverner, ils continuent à l'Assemblée nationale, ils vont se dire mais à quoi ça sert finalement? Non. Ils savent que c'est un pourrissement. Parce que l'intérieur de l'appareil du PPC, au niveau local, la population, elle vit, elle est dans ce milieu, de la base, et bien ça craque. Les chefs de village, maintenant, ils ont peur. Ils ont peur de la population. C'était le contraire. Avant, la population avait peur des chefs de village. Maintenant, la population est en nombre, mais grâce à la force du nombre, la solidarité, l'éveil. Maintenant, ils disent aux chefs de village, nous n'avons plus peur. C'est toi, vieux fou, vieux con, qui est isolé, tu avais l'habitude de nous intimider, maintenant on n'a plus peur, c'est toi qui es isolé. Donc, c'est le réveil. Je ne dis pas comme en France il y a 300 ans de prendre des fourches, tout ça, mais c'est un peu cette révolte paysanne. Le problème de la forêt, le problème des terres. Ces paysans, ils ont leurs enfants dans les usines, ils savent que les ouvriers sont mal payés, sont exploités, eux-mêmes perdent leurs terres, eux-mêmes voient la destruction de la forêt, eux-mêmes voient les prix des denrées sur les marchés qui montent, alors que leurs revenus des produits agricoles se vendent moins cher, et que le pouvoir d'achat des paysans baisse, surtout. Le marché des produits agricoles est tenu par quelques groupes. Ils s'arrangent pour étrangler la population. C'est pour ça que celle-ci se réveille. Mais donc, si je vous entends bien, si cette analyse, description que vous me donnez de cet état de la société cambodgienne est bien celui-là, ça veut dire que le seul moyen pour que ces gens révoltés obtiennent satisfaction, c'est que le régime s'effondre. C'est pas le coup, c'est pas les. Je pense que le PPC va imploser. Le pourrissement va amener à une implosion du PPC. Hun Sen est très affaibli. Sur le plan personnel, regardez la propagande de Hun Sen. Le message du PPC pendant la campagne électorale, c'est devenu très personnalisé. Hun Sen a dit, si vous me soutenez, si vous m'aimez, si vous faites confiance à moi, Hun Sen, votez pour le PPC. Donc, il a personnalisé à mort cette campagne. Parce qu'il croyait en son étoile, il croyait entre nous à des sondages, certains sondages faits par IRI, Financial Return Institute. Les sondages faits par IRI ont montré le coût de popularité de Hun Sen à 83%. Et Hun Sen avait cru. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux sondages. C'est plus sûr quand quelqu'un vient vous sonder est-ce que vous aimez Hun Sen? Oui, 83% ont dit que j'aime Hun Sen, je soutiens Hun Sen, je fais confiance à Hun Sen. Alors Hun Sen, elle a cru ça. Elle dit que bon, c'est lui qui va tirer le PPC par le haut, par sa popularité personnelle.
Il s'est complètement trompé. Et c'est pour ça qu'il a promis, avant les élections, là, quelques semaines avant l'élection, il a dit que si le PPC passe en dessous de 60%, en dessous de la barre de 60%, il démissionne. C'est de l'autorité publique, hein. J'ai des enregistrements sonores, vidéo même, comme ça il a dit ça. Parce qu'il dit, comme ça il dit, j'ai 83%, dans le pire des cas, je peux tomber à 60%. Mais pas mal. Donc, il faut mettre moins de 60%, j'ai démissionné, j'étais sûr de lui, un dominateur. Et malgré la triche, malgré la fraude, malgré l'exclusion de plus d'1,2 million, 1,3 million d'électeurs des listes électorales, malgré les électeurs fantômes, les certificats bidons, malgré tout ça, ils n'ont eu que 48%. De 60 à 48%, il y a la marge. Donc, mettez-vous à la place de tout ça, c'est très gênant. La moindre des choses, avec une telle promesse, une telle confiance en soi, tomber aussi bas, c'est très gênant, c'est honteux. C'est comme ça qu'il n'ose plus apparaître en public. Donc si je comprends bien votre stratégie, c'est de dire on ne va pas avaliser le résultat des élections, cette situation-là, parce que le peuple nous le demande, et que avec une situation qui peut pourrir, vous vous dites, bon, à l'intérieur du PPC, il y a des gens qui sont assez forts pour se dire, attention, là, il faut qu'on change la donne. Personne n'est éternel. Aucun régime n'est éternel. Mais la fin de ceux qui se croyaient éternels apparaît comme plus proche quand il y a un certain nombre de signes révélateurs se divorcent avec la population, c'est très révélateur. Ça annonce le début de la fin. Quel régime peut survivre en étant déconnecté de la population, en se cachant? Mais je vous dis, mais où sont passés les supporters du PPC? Où sont-ils passés? Pourquoi nous, la CNRP, là où on va, on est en terrain conquis? Donc si vous raisonnez en termes de cœur, en termes d'esprit, on est en terrain conquis là. Et c'est le PPC qui a perdu. Toutes les batailles se gagnent par les cœurs, par l'esprit. D'abord, on a gagné cette bataille, vous le voyez partout. Donc c'est une question de temps. Vous ne pouvez pas régner contre les gens éternellement. Donc autrement dit, vous pensez que vous avez le temps pour vous, mais que vous avez le temps de rester sur cette position qui est là. C'est le PPC qui est en position de demain. Parce que le facteur temps, il joue pour qui? Il joue contre ceux qui ont des responsabilités. Parce qu'ils ne peuvent pas exercer leur responsabilité. Vous avez des responsabilités gouvernementales, vous devez tenir la barre. Si le pays va mal, il y a des échéances, il faut régulariser, il faut légitimer. Mais si vous avez la légitimité qui s'en va, vous avez la confiance qui chute, vous avez des interrogations, on observe des critiques de partout, et ça va mal. Donc c'est au PPC de faire un geste en matière d'enquête. À ce moment-là, on verra bien. Mais le PPC n'a pas les moyens de jouer les durs. Ils sont dans une position beaucoup plus faible. Il ne faut pas se fier aux apparences. Ce n'est pas parce que vous avez des fusils, vous avez l'armée, vous avez des unités militaires partout, vous avez des filles de fer barbelés, vous sortez les tanks. Ce n'est pas un signe de force, c'est un signe de faiblesse. Regardez leur vote à l'Assemblée nationale, en catimini, derrière les filles de fer barbelés, même le palais royal était encerclé de filles de fer barbelés, le quartier gouvernemental, le palais, l'Assemblée, derrière les filles de fer barbelés, gardés par la troupe armée jusqu'aux dents, ils ont voté en catimini. C'est un signe de faiblesse. Normalement, après chaque élection, vous faites la fête. Mais en France, quand Mitterrand a été élu en 1981, c'était la fête. Mais là,
c'est le deuil. À propos de la France, j'ai vu que sur votre cours, vous n'avez pas apprécié beaucoup la position de la France vis-à-vis de... Il ne faut pas mélanger la France avec un conseiller du Premier ministre qui lui a mal conseillé. Un problème de personne, ce n'est pas un problème de pays. Donc, je ne sais pas, c'est pas la France. Je dis que Jean-Marc Ayrault va avoir beaucoup de soucis en ce moment. Donc c'est normal qu'il laisse passer quelque chose à un conseiller lui a soufflé quelque chose. Mais ce n'est pas la France. Pour revenir juste pour finir, et pour là il y a deux rendez-vous importants, j'ai bien compris. Enfin, il y a le 10 décembre, une manifestation, et une autre manifestation avant la fin de l'année, je crois. Oui. Quels objectifs, qu'est-ce que vous fixez comme objectif? Il faut continuer à mobiliser la population. Et la population, elle le demande. Elle le demande à nous, dirigeants du CNRD. Qu'est-ce que vous faites? Nous, on veut manifester. Cette fois-ci, on veut manifester tous les jours. Et on veut manifester partout. C'est finalement la direction du CNRD qui est à la traîne, qui essaie de faire patienter, et dire oh, on ne va pas manifester tout le temps. Elle dit si, nous, on veut. Parce qu'on ne veut pas rester comme ça. Il faut en découdre. Vous voyez, donc découdre, qu'est-ce que ça veut dire? Attention, c'est nous qui calmons. Vous voyez, là, c'est de dire attention, il y a un code éthique, la non-violence, il y a une procédure pacifique à respecter. Il ne faut pas donner prétexte au PPC pour tuer les gens, pour les mettre en prison. Parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas comment la population va réagir. C'est l'inconnu. Pour nous, dans le CNRD, on veut canaliser. Il y a un mécontentement populaire, mais on veut canaliser dans un sens toujours pacifique. Non-violence et respect d'un minimum de loi, d'ordre, pour que ça ne dégénère pas. C'est le combat de Gandhi, le combat de Aung San Suu Kyi, le combat de Mandela. Il y a toujours des groupes extrémistes qui nous poussent vers des solutions extrêmes, mais jusqu'à maintenant, on résistera toujours. Mais je vous dis que c'est la fin d'année qui s'annonce. Après 34 ans de pouvoir ex-communiste, avec des gens dont la mentalité reste encore très Khmer Rouge, il n'y a rien d'étonnant. Ce pays, c'est un pays qui se renouvelle. La propagande du PPC, il y a encore 10 ans, tenait la route. Le PPC nous a libéré du Khmer Rouge, comparé au Khmer Rouge, sous les Khmer Rouges. Maintenant, on n'a pas tout, mais c'est déjà pas mal. Vous voyez, donc il faut s'en contenter. Ça, vous pouvez parler comme ça il y a encore 10 ans. Mais regardez la pyramide des âges, la structure démographique. Quand vous voyez que 70% de la population a des 30 ans, 31, 32 ans, on peut même monter jusqu'à 35 ans. Sur les Khmer Rouges, ils sont tombés à 34 ans. Ceux qui avaient 1, 2 ans, 3 ans, ils se souvenaient de rien. Donc jusqu'à 35 ans, 35, 36 ans, 37 ans même, les Khmer Rouges en disent, ça ne veut rien dire. Ils ont d'autres références, ils ont d'autres attentes. Et quand on nous a dit, on vous a libéré des Khmer Rouges, vous êtes beaucoup mieux maintenant que sous les Khmer Rouges. Parlez à ces gens qui ont moins de 35 ans. C'est comme vous les parlez en martien. Ces gens-là, ils regardent leurs conditions de vie, ils comparent ce qui se passe en Thaïlande, au Vietnam. Ils ont de l'information, ils ont Facebook, ils rencontrent des gens, ils se parlent entre eux, mais ça va pas, on est à la traîne. Le Cambodge, c'est les mêmes dirigeants. Ils font un rapprochement dans tous les pays du monde, les pays qui ont les mêmes dirigeants pendant des décennies, 30 ans, 40 ans, c'est souvent les plus pauvres, c'est souvent les plus autoritaires, c'est souvent les moins développés, les plus rétrogrades. Et c'est le cas, c'est pas en absolu, en relatif. C'est leur avenir qui est gâché, c'est leur potentiel qui est gâché.
c'est le potentiel du pays qui est gâché. Il faut raisonner en termes de potentiel, en termes relatifs. Donc, voilà. Donc, pour revenir sur la politique, pour vous, c'est au PPC de faire un geste vers vous. Moi, je pense que je n'ai pas à faire grand-chose. C'est le courant, c'est le sens de l'histoire maintenant. Vous avez des tendances démographiques. La démographie, c'est éclatant. Le PPC est balayé. Le PPC, c'est une force anachronique. C'est de l'histoire. Mais souvent, les gens extrapolent par paresse intellectuelle, par manque d'imagination. Puisque le PPC est au pouvoir depuis 34 ans. Il va rester au pouvoir encore pendant longtemps. Et c'est ce qu'on a dit, c'est peut-être certains se sont dit à la veille de la chute de Kadhafi, même à la chute de Ben Ali. Beaucoup de dirigeants français se sont trompés. Ils ont courtisé Ben Ali, ils ont même courtisé Kadhafi jusqu'au dernier jour, au dernier mois de leur règne. Parce qu'ils se sont dit, Ben Ali, Kadhafi, Moubarak, ils sont restés au pouvoir 30 ans, 40 ans, donc ils vont durer encore très longtemps. Mais il y a bien un moment où la page, une nouvelle page va se tourner. Et justement, alors, si on parle de cette nouvelle page dont vous parlez, est-ce que vous seriez prêt, vous, à la tourner avec certains du PPC? Bien sûr. Je crois que ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de temps. Le temps a un grand T, les temps ont changé. Il faut que les hommes s'adaptent. Les dinosaures ont disparu parce qu'ils ne se sont pas adaptés. Donc vous dites que Hun Sen est un dinosaure, qu'il va disparaître, et que donc... À moins qu'il s'adapte, je ne désespère pas que les dinosaures Hun Sen s'adaptent. Tant mieux pour lui, je n'ai rien contre. Et pour moi, c'est une question d'époque. C'est une question d'époque, une question de temps. Et quand je dis époque et temps, il faut regarder toute la base de la société contemporaine, tous les ingrédients. Il y a les facteurs, les tendances démographiques, les tendances sociales, les tendances culturelles, les tendances technologiques. Mais quand vous parlez de temps, vous parlez à quelle échelle? À 5 ans, par exemple, les prochaines élections, ou avant 5 ans? Déjà, c'est déjà changé. Dans la tête des gens, 70%, 75% de la population ont déjà changé d'esprit, changé de mentalité. Moi-même, je vous dis, je suis surpris. Je découvre un nouveau Cambodge. Quand je suis arrivé, il y a 4 mois, après 4 ans d'exil, cette jeunesse brouillante qui se lève, et qui se mobilise, qui est informée, mais c'est un nouveau Cambodge, c'est un nouveau pays. Eh bien, le PPC est complètement déconnecté. Moi, on me dit qu'à l'intérieur du PPC, il y a des jeunes générations, etc., qui sont dans un système qui est celui qu'on connaît, mais qui en même temps sont des gens qui veulent que le système avance, se bouge, mais sans aventurisme. Et qui disent, ah ben oui, mais là, le problème, c'est que c'est l'aventurisme. C'est une question d'âge, mais pas H avec un petit A, c'est H avec un grand A. C'est pas parce que vous avez 20 ans aussi dans le PPC que vous êtes jeune que l'avenir vous appartient. Ça, c'est l'âge avec un petit A. Mais l'âge, le temps, l'époque, changer. Donc, je souhaite que les gens du PPC s'adaptent à temps, prennent conscience et puis s'adaptent. D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup pour cet entretien qui a été passionnant. On se place sur un autre terrain. Oui, non, j'entends bien. Je vois bien que on s'était vu il y a 2 mois. Moi, je dis à tous les gens qui me disent que c'est une affaire de négociation, etc., que j'ai l'impression, j'ai coupé le micro.